La fille du colonel n'avait jamais marché auparavant, jusqu'à ce qu'il surprenne la nounou noire en train de faire quelque chose d'incroyable. Elle vous a mordu. Le colonel James Mitchell regarda avec incrédulité les profondes égratignures sur le bras de la nounou qui avait travaillé pendant exactement 5 jours avec sa fille de 8 ans. Dans un monde où la discipline militaire devrait résoudre tous les problèmes, une histoire d'amour paternel et de résistance enfantine émerge de l'ombre d'une maison qui recèle de douloureux secrets. « Colonel Mitchell », dit Rebecca en ramassant ses affaires, les mains tremblant visiblement. « Je travaille avec des enfants de militaires depuis 12 ans, mais je n'ai jamais rencontré une fille aussi rebelle. Anna n'accepte l'aide de personne. Elle crie quand j'essaie de l'aider dans ses activités quotidiennes, elle jette des objets quand je lui propose des jeux adaptés, et aujourd'hui, elle m'a attaqué quand j'ai essayé de l'aider à prendre son bain. » James passa ses mains dans ses cheveux gris, sentant le poids familier de l'épuisement militaire mêlé au désespoir paternel. La 9e nounou en 7 mois. Tout arrivait avec des références impeccables, des références militaires, une formation spécialisée. Toutes repartaient vaincues par une enfant de 8 ans qui avait transformé sa douleur en artillerie émotionnelle. Notre protagoniste n'était pas venu au monde pour se rebeller. C'était une petite fille qui souriait autrefois sur les photos de famille, qui courait dans les couloirs de la base militaire, qui posait des questions curieuses sur les médailles de son père. Mais la vie a une façon cruelle de réécrire les destins. Rebecca, ce n'est pas une mauvaise enfant, tenta d'expliquer James, mais sa propre voix trahissait l'incertitude qui le consumait depuis des mois. Colonel, je sais qu'elle n'est pas méchante, mais je ne suis ni thérapeute militaire ni spécialiste des traumatismes infantiles. Anna a besoin de quelqu'un qui comprenne mieux sa situation. Encore ce mot. Situation. Comme si sa fille était un problème tactique à résoudre, une mission à haut risque que personne ne voulait accepter. Comme si une enfant de 8 ans était un champ de mines qu'il fallait traverser avec une extrême prudence. Combien de temps pouvez-vous rester? Juste le temps de trouver une remplaçante. Je suis désolé, colonel, mais ma supérieure m'a déjà affecté à une autre famille. Et je dois être honnête. Rebecca hésita, ajustant son sac sur son épaule avec des gestes nerveux. L'agence envisage de vous classer comme client à haut risque. À haut risque? Cette phrase frappa James comme des éclats de grenade. Sa fille avait 8 ans. Un homme qui avait commandé des missions en zone de guerre, qui avait pris des décisions qui avaient sauvé des vies sous le feu ennemi, était vaincu par une fillette qui pesait moins de 30 kilos. Une enfant de 8 ans qui a besoin de soins spécialisés, qui a des accès de colère incontrôlables, qui refuse toute forme d'aide. Les professionnels hésitent à accepter de travailler ici, colonel. La réputation se répand. La vérité crue résonna dans le hall de la maison militaire comme un coup de grâce. James regarda autour de lui. Des médailles d'honneur encadrées, des décorations qui avaient coûté du sang et de la sueur, les trophées d'une carrière militaire irréprochable qui lui avait valu le respect de tout le pays. Tout ce prestige ne pouvait masquer une réalité brutale. Sa fille devenait impossible à élever. Son arme? Un cœur brisé. Sa stratégie? Protéger sa fille d'un monde qui semblait déterminé à la rejeter. Elle n'était pas comme ça avant, murmura-t-il plutôt pour lui-même, en regardant une photo sur le mur où Anna apparaissait souriante dans ses bras, à l'âge de 5 ans, avant l'accident qui avait tout changé. Comment était-elle? Demanda Rebecca, adoucissant le ton en percevant la vulnérabilité du vétéran de guerre. Douce, affectueuse, toujours rayonnante, même après le diagnostic. Elle faisait des projets, rêvait d'être ballerine, me demandait si elle pourrait danser en fauteuil roulant. Mais ces derniers mois. James ne parvint pas à terminer sa phrase. De l'étage supérieur, un bruit familier et déchirant se fit entendre. Anna criait. Pas de douleur physique, mais de la frustration pure d'une enfant qui avait perdu tout espoir que quelqu'un la comprenne vraiment. « Je ne veux pas. » La voix de la fillette de 8 ans résonna dans la résidence militaire comme un écho de guerre. « Va-t'en. Tout le monde m'abandonne. » Carmen, la gouvernante qui travaillait pour la famille depuis 5 ans, apparut en haut de l'escalier avec une expression de fatigue qui reflétait celle de James. « Colonel, elle a encore verrouillé la porte et elle jette ses livres contre le mur. Je m'appelle Anna Mitchell. J'ai 8 ans et tout le monde me considère comme une cause perdue. Mon père est colonel, héros de guerre, mais il n'arrive pas à gagner la bataille la plus importante de sa vie, me rendre à nouveau heureuse. Ce que personne ne comprend, c'est que je ne suis pas révolté parce que je suis en fauteuil roulant. Je suis révolté parce que tout le monde m'abandonne avant même d'essayer de me connaître. » James monta les escaliers d'un pas lourd, comme un soldat vaincu, chaque marche résonnant comme une marche funèbre. De l'autre côté de la porte de la chambre, j'entendais des objets heurter le mur, entrecoupés des sanglots de colère d'une enfant qui ne savait pas exprimer sa douleur autrement. « Anna, princesse, ouvre la porte à papa. » « Non. »
Tu vas ramener une autre femme qui fera semblant de m'aimer et qui s'enfuira en courant quand elle découvrira à quel point je suis difficile. » Cette phrase brisa le cœur du vétéran de guerre qui avait affronté les pires horreurs humaines, mais rien ne l'avait préparé à la douleur de voir sa fille se considérer indigne d'amour. Rebecca n'est pas partie parce qu'elle ne t'aime pas. Si, comme toutes les autres. Elles font une grimace de dégoût quand elles doivent me toucher pour me transférer du lit à la chaise. Elles pensent que je ne m'en aperçois pas, mais je vois tout. Je vois quand elles prennent une grande inspiration avant d'entrer dans ma chambre, comme si elles se préparaient à quelque chose de terrible. James appuya son front contre la porte blindée, sentant les larmes brûler ses yeux entraînés à ne pas pleurer depuis l'époque de l'académie militaire. Anna n'était pas seulement confrontée à des limitations physiques. Elle était émotionnellement détruite par une succession d'aides-soignantes qui ne parvenaient pas à dissimuler leur malaise face à ses besoins particuliers. « Colonel », dit Carmen en s'approchant avec hésitation. Il vaudrait peut-être mieux la laisser se calmer toute seule. Elle est comme ça depuis qu'elle s'est réveillée. Elle a 8 ans, Carmen. Elle ne devrait pas se calmer toute seule. Je sais, mais Anna a peut-être besoin d'un autre type d'aide. Quelqu'un qui n'a pas peur d'elle. Si vous suivez cette histoire de courage et de résilience, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes de ce voyage qui remettra en question tout ce que vous pensez des impossibilités. Dehors, un orage approchait, mais James ne savait pas qu'avec les nuages chargés, le destin apportait quelque chose qui allait changer leur vie à jamais. Parce que parfois, quand on pense avoir perdu toutes les batailles, l'univers nous envoie exactement la personne qu'on avait besoin de rencontrer. Ce que James ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, une femme noire montait les marches de l'entrée de la maison, portant non seulement son CV et ses références, mais aussi quelque chose de beaucoup plus puissant, la détermination inébranlable de prouver que certaines choses impossibles ne sont que des défis qui attendent la bonne personne. Keisha Williams s'arrêta devant l'imposante maison militaire, observant les colonnes blanches et le drapeau américain flottant au vent. 28 ans, diplômée en pédagogie spécialisée en thérapie comportementale pour enfants. Un CV impeccable. Des références exemplaires. Et une détermination qui s'était forgée dans des fournaises bien plus chaudes que les préjugés des familles aisées. Elle savait exactement pourquoi toutes les autres nounous avaient échoué. Non pas parce qu'Anna était impossible, mais parce qu'elle n'avait jamais vraiment essayé de la comprendre. Carmen ouvrit la porte, évaluant la femme noire devant elle avec un mélange de curiosité et de scepticisme. « Vous devez être la candidate de 15 heures. Le colonel s'occupe d'une situation à l'étage. » « Une situation », répéta Keisha dans sa tête. Une fois de plus, un enfant était réduit à un problème tactique. Depuis le 2e étage, des cris continuaient de résonner. Anna faisait une de ces crises, et à en juger par le bruit, elle était intense. Keisha ne montra aucun signe de malaise. Elle avait grandi à Détroit, où les cris de frustration faisaient partie du quotidien. « Je peux monter » demanda-t-elle simplement. Carmen hésita. Il vaudrait peut-être mieux attendre que le colonel descende. Anna est particulièrement difficile aujourd'hui. Les enfants ne sont pas difficiles, répondit Keisha avec une fermeté qui fit cligner des yeux Carmen, surprise. Les enfants sont incompris. James descendit les escaliers avec l'air d'un général vaincu. Lorsqu'il aperçut Keisha dans la pièce, quelque chose changea dans son regard. Pas exactement du préjugé, mais cette évaluation prudente que font les Blancs lorsqu'ils doivent faire confiance à quelqu'un qui ne leur ressemble pas. Mademoiselle Williams, je présume. Je suis le colonel Mitchell. Keisha lui tendit la main avec une fermeté militaire. Enchanté, colonel. J'ai entendu dire qu'Anna traversait une période difficile. Difficile est un euphémisme, répondit James, étudiant son visage à la recherche de signes indiquant qu'elle s'enfuirait au premier cri. Ma fille n'est pas une enfant facile. Elle a des besoins particuliers complexes et traverse une phase de rejet total de toute forme d'aide. Et comment les autres nounous ont-elles géré ce rejet? La question prit James au dépourvu. Toutes les autres avaient porté sur les qualifications, les méthodes, les stratégies. Aucune n'avait porté sur l'approche précédente. Elles essayaient de la forcer à coopérer, d'établir des routines strictes, de faire accepter à Anna qu'elle avait besoin d'aide. Et ça a marché? Le silence gêné fut une réponse suffisante. Un bruit particulièrement fort retentit à l'étage, suivi d'un silence. James se dirigea vers l'escalier, mais Keisha le retint d'un geste. « Colonel, puis-je vous poser une question? À quand remonte la dernière fois où Anna a eu le choix dans sa vie ?» La question le transperça comme un couteau. James s'arrêta, essayant de comprendre ces mots que personne n'avait jamais prononcés auparavant. « Que voulez-vous dire? » Le choix. À quand remonte la dernière fois où elle a décidé ce qu'elle voulait manger, les vêtements qu'elle voulait porter, l'activité qu'elle voulait faire?
Quand quelqu'un lui a demandé son avis au lieu de simplement décider ce qui était le mieux pour elle. James sentit quelque chose de désagréable remuer dans sa poitrine. Anna prenait-elle des décisions par elle-même? Depuis l'accident, il avait pris le contrôle total de chaque aspect de sa vie, toujours au nom de sa protection et de son bien-être. Elle a 8 ans. Et des limitations qui n'affectent pas sa capacité à avoir des préférences et des opinions, l'interrompit gentiment Keisha. Colonel, puis-je monter la rencontrer? Elle ne voudra pas parler. Elle va probablement crier. Tant mieux. Les gens qui crient sont ceux qui ont encore un combat à mener. C'est quand ils arrêtent de crier qu'il faut s'inquiéter. Carmen observait l'échange avec un intérêt croissant. En 5 minutes, cette femme avait posé des questions que personne n'avait posées depuis des mois. Keisha monta les escaliers d'un pas assuré. La porte de la chambre d'Anna était fermée à clé, et le silence à l'intérieur était plus inquiétant que les cris précédents. « Anna » dit-elle à travers la porte, sans forcer sa voix pour paraître joyeuse. « Je m'appelle Keisha. J'ai entendu dire que tu étais en colère. » Silence total. « Je peux te dire un secret? Moi aussi, je me mets en colère parfois. Surtout quand les gens décident des choses pour moi sans me demander ce que je veux. » Un léger bruit de l'autre côté de la porte. Anna s'approcha. « Tu vas essayer de me faire des choses que je ne veux pas faire ?» demanda une petite voix méfiante. « Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu ne veux pas faire ?» Cette simple question provoqua un silence encore plus long. Toutes les autres nounous étaient arrivées avec des listes de choses qu'Anna devait faire. Aucune ne lui avait demandé ce qu'elle ne voulait pas faire. « Je ne veux pas faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. » La phrase était d'une maturité dévastatrice. Keisha sentit son cœur se serrer. Cette petite fille avait été forcée de jouer la normalité pour réconforter les adultes qui l'entouraient. « Alors ne faisons pas semblant, » répondit simplement Keisha. « Tu peux me dire ce qui ne va pas ?» La serrure cliqua. La porte s'entr'ouvrit, laissant apparaître un œil bleu méfiant. « Tu es différente des autres, » observa Anna. « Comment ça? Tu es noire. » James, qui avait monté silencieusement derrière Keisha, se raidit. Il se prépara à s'excuser pour toute remarque déplacée qu'Anna pourrait faire. « Oui, » confirma Keisha naturellement. « Ça te dérange ?» Anna ouvrit la porte un peu plus, étudiant Keisha avec une curiosité scientifique. « Non. Je trouve ça cool. Toutes les autres étaient pareilles. Tu es différente, comme moi. » La simplicité brutale de cette remarque fit sourire Keisha pour la première fois depuis son arrivée. « Différente comment? Tu as probablement déjà eu des gens qui te regardaient comme si tu étais un problème. » La phrase d'une enfant de 8 ans la toucha plus profondément que n'importe quel diagnostic médical. Anna avait identifié quelque chose que les adultes avaient passé des mois à essayer de comprendre. Elle ne se sentait pas considérée comme une personne, mais comme un problème. « Oui, » admit Keisha. « Et tu sais ce que j'ai appris ?» Anna ouvrit complètement la porte, révélant un visage maculé de larmes, mais avec des yeux intelligents et alertes. « Quoi ? Que le fait d'être différent n'est pas un problème. Le problème, c'est quand les gens ont peur des différences. » James observait depuis l'escalier, voyant quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des mois. Sa fille sincèrement intéressée par ce que quelqu'un avait à dire. « Les autres nounous avaient peur de moi ?» demanda Anna. « Pas de toi. Elles avaient peur de ne pas savoir comment t'aider. Et quand les gens ont peur, ils agissent parfois bizarrement. » Anna réfléchit à cela avec le sérieux d'une adulte. « Tu as peur de moi ?» Keisha s'agenouilla pour se mettre à la hauteur des yeux d'Anna. « Non. Je suis curieuse à ton sujet. Je veux savoir qui tu es vraiment quand tu n'es pas en colère ou triste. Personne ne m'a jamais posé cette question. Alors voici ma première question officielle. Qui est Anna quand elle est heureuse? » Pour la première fois depuis des mois, James vit quelque chose de miraculeux. Sa fille souriait. Pas le sourire forcé qu'elle affichait pour les photos, mais le sourire sincère d'une enfant qui se sentait enfin vue. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que cette première conversation n'était que le début d'un voyage qui allait remettre en question non seulement les limites physiques d'Anna, mais aussi tout le système de croyance sur ce qui est possible quand quelqu'un croit vraiment au potentiel humain. 3 semaines. 3 semaines depuis que Keisha Williams avait franchi la porte de cette maison militaire, et l'impossible était en train de se produire sous les yeux de James Mitchell. Dans un monde où les limitations physiques sont souvent confondues avec les limitations humaines, une histoire de découverte et de résistance était en train d'être réécrite dans les couloirs d'un manoir qui renfermait des secrets enfouis depuis longtemps. Son arme? Une patience à toute épreuve. Sa stratégie? Voir le potentiel là où les autres ne voyaient que des problèmes. « Colonel, vous devez voir ça », murmura Carmen en désignant discrètement le salon.
James s'approcha de la porte entr'ouverte et fut témoin d'une scène qui fit battre son cœur à toute vitesse. Anna était en train de rire. Pas ce rire forcé qu'elle offrait quand elle savait qu'on l'observait, mais un rire sincère, libre, comme un oiseau qui venait enfin de découvrir ses ailes. « Keisha, tu es folle !» s'exclama Anna entre deux éclats de rire, tenant un pinceau couvert de peinture bleue. « Tu ne peux pas simplement peindre le ciel en violet. »« Pourquoi pas ?» répondit Keisha, les mains tachées de couleurs vives. « Qui a dit que le ciel devait être bleu? Et si aujourd'hui il voulait être violet? Et si les nuages voulaient être dorés ?» James observait, hypnotisé. Depuis combien de temps n'avait-il pas vu sa fille ainsi? Depuis combien de temps n'avait-elle pas eu le droit d'être simplement une enfant? Mais les gens diront que c'est mal, argumenta Anna, bien qu'elle trempait déjà son pinceau dans la peinture violette. Et alors? Les gens disaient aussi que les femmes noires ne pouvaient pas être enseignantes, que les enfants comme toi ne pouvaient pas être artistes. Les gens disent beaucoup de choses. La question est, vas-tu les laisser décider qui tu es? La phrase résonna dans toute la maison comme un coup de canon. James sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, un mélange d'admiration et de malaise. Keisha ne se contentait pas de s'occuper d'Anna. Elle lui apprenait à remettre en question, à résister, à rêver au-delà des limites que le monde lui avait imposées. « Papa !» Anna l'aperçut dans l'embrasure de la porte et ses yeux s'illuminèrent d'une manière que James n'avait pas vue depuis des mois. « Regarde ce que je suis en train de peindre. C'est un monde où tout peut être différent. » James s'approcha de la table improvisée, où des dizaines de dessins colorés étaient éparpillés. Ce n'étaient pas les activités thérapeutiques, standardisées que les autres nounous apportaient toujours. C'étaient des explosions de pure créativité, des châteaux volants, des filles dansant dans les nuages, des mondes où les fauteuils roulants avaient des ailes. « C'est magnifique, princesse », dit-il, sincèrement impressionné. « Tu as toujours été aussi créative. » Anna et Keisha échangèrent un regard complice qui n'échappa pas à James. « Papa, Keisha m'a appris que je peux rêver de tout. Même de choses que les gens disent impossibles. » Le cœur de James s'emballa. Quel genre de choses impossibles? Keisha intervint doucement. Anna a beaucoup de rêves intéressants, colonel. Peut-être qu'elle pourrait vous en faire part, si elle se sent à l'aise. L'allusion était subtile, mais cinglante. James comprit qu'il se passait quelque chose qu'il ne saisissait pas complètement. Ce soir-là, après qu'Anna se fut endormie, James trouva Keisha en train de ranger le matériel d'art dans le salon. « Je dois comprendre ce qui se passe ici, » dit-il en essayant de garder son ton militaire. « Que voulez-vous dire? Anna est différente, plus heureuse, mais aussi plus rebelle ?» Keisha cessa de ranger les pinceaux et se tourna vers lui. « Colonel, puis-je vous poser une question personnelle? Connaissez-vous vraiment votre fille ?» La question le frappa comme une gifle. « Bien sûr que je la connais. Je suis son père. Connaître quelqu'un, ce n'est pas être son père ou sa mère. C'est comprendre qui cette personne est vraiment. Ses peurs, ses rêves, ses passions. » Keisha fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « À quand remonte la dernière fois où vous avez demandé à Anna ce qu'elle voulait vraiment dans la vie ?» James resta silencieux, essayant de se souvenir. Depuis l'accident, toutes les conversations tournaient autour des traitements, des thérapies, des adaptations. Quand avait-il cessé de lui demander quels étaient ses rêves? Elle a des limitations physiques qui ne définissent pas qui elle est, l'interrompit Keisha fermement. Colonel, Anna m'a confié des choses qu'elle ne vous a peut-être jamais dites. James sentit son sang se glacer. Quel genre de choses? Elle m'a dit qu'elle avait peur de vous décevoir, qu'elle faisait parfois semblant d'aller bien pour ne pas vous voir triste, qu'elle rêvait de choses qu'elle savait que vous jugeriez impossibles. Chaque mot était comme un coup de poignard. James s'assit lourdement dans un fauteuil, sentant le poids de 2 années de protection qui avaient peut-être été, en réalité, un emprisonnement. De quoi rêve-t-elle? Keisha hésita. C'est à vous qu'elle doit le dire. Mais d'abord, vous devez vous assurer que vous êtes prêt à l'écouter. Vraiment l'entendre, sans essayer de la protéger de ses propres rêves. Au cours des jours suivants, James commença à observer Anna d'un œil nouveau. Il vit comment elle s'illuminait lorsque Keisha arrivait. Il remarqua que sa fille avait cessé d'avoir les crises explosives qui terrifiaient les nounous précédentes. Il se rendit compte qu'Anna était en train de s'épanouir. Mais il remarqua aussi quelque chose qui le mit profondément mal à l'aise. Anna remettait en question les règles, posait des questions qu'elle ne posait pas auparavant, exprimait des opinions qui semblaient dangereusement proches de la rébellion. « Keisha, » dit-il un matin, « Anna devient très indépendante. Et c'est grave, pour une enfant avec ses limites, l'indépendance peut être dangereuse.
Keisha a arrêté de préparer le petit déjeuner et s'est tournée vers lui avec une expression que James n'avait jamais vue auparavant. Il y avait quelque chose de féroce dans ses yeux. « Colonel Mitchell, puis-je être brutalement honnête avec vous ?» James acquiesça, même si quelque chose en lui savait qu'il n'était pas prêt pour ce qui allait suivre. « Vous ne protégez pas Anna contre des dangers extérieurs. Vous vous protégez contre la possibilité que votre fille soit beaucoup plus capable que vous ne le pensez. » L'accusation le toucha plus profondément que n'importe quelle blessure de guerre. James sentit la colère monter en lui. « Comment osez-vous? Comment j'ose quoi? Dire la vérité? » Keisha ne recula pas. « Anna m'a parlé de ses rêves, colonel. Des rêves qu'elle n'a jamais partagés avec vous parce qu'elle sait que vous diriez qu'ils sont impossibles. » Quels rêves? Keisha l'étudia longuement, comme si elle évaluait s'il était vraiment prêt à entendre la vérité. « Elle veut danser. » James éclata d'un rire amer. « Danser? Elle est en fauteuil roulant. » « Et alors? Il y a des danseurs en fauteuil roulant. Il existe des compagnies de danse inclusive. Il existe des formes de mouvement qui transcendent les limitations physiques. » Keisha fit une pause. « Mais vous n'avez jamais fait de recherche là-dessus, n'est-ce pas? » Le silence de James fut une réponse suffisante. Anna veut aussi étudier la musique. Elle veut apprendre le piano. Elle veut avoir des amis. Elle veut aller à l'école normale, pas seulement prendre des cours particuliers. Elle veut vivre, colonel Mitchell. Pas seulement survivre. Chaque mot était une révélation dévastatrice. James réalisa qu'il avait passé 2 ans tellement concentré à protéger Anna de ses limites qu'il avait oublié d'explorer les possibilités. Mais si elle est frustrée? Si elle découvre qu'elle ne peut pas faire ces choses? Et si elle découvre qu'elle peut? La simple question de Keisha résonna dans la cuisine comme un écho de possibilités inexplorées. Quand Anna se réveilla et descendit pour le petit déjeuner, James la regarda avec un regard complètement nouveau. Il ne voyait plus une enfant fragile qui avait besoin d'être protégée, mais une fillette de 8 ans avec des rêves, des passions et une force intérieure qu'il avait sous-estimée. « Bonjour, princesse », dit-il, et il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Anna le regarda avec curiosité. « Bonjour, papa. Tu vas bien? Tu as l'air différent. » James échangea un regard avec Keisha, qui acquiesça d'un signe encourageant. « Anna, je peux te poser une question? » « Bien sûr. Si tu pouvais faire n'importe quoi dans le monde, ce serait quoi? » Les yeux d'Anna s'écarquillèrent de surprise. C'était la première fois que quelqu'un, à part Keisha, lui posait cette question. Et la réponse qu'elle donna allait bouleverser tout ce que James croyait savoir sur l'impossible, sur les limites et sur le véritable potentiel d'une fillette de 8 ans qui était sur le point de prouver que certains rêves sont trop forts pour être contenus par un fauteuil roulant ou par la peur d'un père. Dans un monde où les rêves des enfants spéciaux sont souvent enterrés avant même d'avoir germé, une réponse était sur le point de bouleverser les fondations d'une famille militaire. « Si je pouvais faire n'importe quoi dans le monde, papa. » Anna s'interrompit, cherchant du réconfort dans le regard de Keisha. « Je voudrais danser. Je voudrais vraiment danser, pas seulement bouger les bras assises sur une chaise. » Le silence qui suivit fut assourdissant. James sentit le monde tourner autour de lui. Danser? Sa fille, qui ne pouvait même pas se tenir debout toute seule, rêvait de danser? Notre protagoniste ne savait pas qu'elle était sur le point de défier non seulement les limites médicales, mais aussi tout un système qui avait abandonné avant même de connaître son véritable potentiel. « Princesse, » commença James, la voix chargée d'une tendresse désespérée, « tu sais que c'est impossible, » l'interrompit Anna, avec une maturité déconcertante pour ses 8 ans. « C'est ce que tu allais dire, n'est-ce pas, papa ?» Keisha observait la scène, le cœur battant à tout rompre. C'était le moment qu'elle avait préparé pendant des semaines. Le moment où la vérité allait éclater et tout changer. « Anna, ce n'est pas impossible, » tenta James pour apaiser la situation, « mais tu as des limites qui m'empêchent d'essayer, » l'interrompit à nouveau Anna. « Papa, Keisha m'a montré des vidéos de personnes qui dansent en fauteuil roulant. Il y a des compétitions, des groupes, même des compagnies de danse réservées aux personnes comme moi. » James se tourna vers Keisha avec une expression entre la surprise et quelque chose de dangereusement proche de la trahison. « Tu lui as montré des vidéos? »« Je lui ai montré la réalité, » répondit Keisha fermement. « Je lui ai montré les possibilités qui existent dans le monde réel, pas des fantasmes. Son arme? Des preuves irréfutables. Sa stratégie? Confrontation des préjugés avec des faits que personne ne pouvait nier. Papa, » continua Anna, ses yeux bleus brillant d'une détermination farouche, « je ne veux plus faire semblant d'être bien en étant juste la petite fille spéciale qui reste tranquille dans sa chambre. Je veux vivre.
Cette phrase transperça James comme des éclats d'obus. Sa fille lui disait qu'elle ne vivait pas, qu'elle existait simplement. « Anna, je veux juste te protéger. » De quoi? De rêver? D'essayer? De découvrir peut-être que je suis plus forte que tu ne le penses? À ce moment-là, Carmen apparut à la porte de la cuisine, tenant une enveloppe. « Colonel, ceci est arrivé pour mademoiselle Keisha. » Cela semble officiel. Keisha prit l'enveloppe avec des mains qui tremblaient imperceptiblement. James remarqua sa réaction. « Qu'est-ce que c'est? » « Des informations sur un programme, » répondit Keisha en ouvrant soigneusement l'enveloppe. « Un programme de danse inclusif qui accepte les enfants ayant des besoins spéciaux. » Anna a postulé. Le monde de James s'arrêta. Elle a postulé? Comment? Quand? Au cours des 2 dernières semaines, répondit Anna, le menton relevé d'un air provocateur. Keisha m'a aidé à faire une vidéo. J'ai montré comment je bouge dans mon fauteuil, comment j'utilise mes bras, comment je ressens la musique. James sentit un mélange explosif de colère et de peur monter dans sa poitrine. Vous avez fait ça derrière mon dos. Nous l'avons fait malgré vos craintes, corrigea Keisha. Anna a le droit d'essayer, colonel. Même si vous ne croyez pas qu'elle en soit capable. Et si elle est rejetée? Et si elle découvre qu'elle n'y arrive vraiment pas? Avez-vous pensé à la dévastation émotionnelle que cela pourrait causer? Anna s'est penchée en avant sur sa chaise, et il y avait une juste colère dans ses yeux d'enfant. Papa, tu préfères que je vive en me demandant toujours « et si » ou que je découvre la vérité? La question a résonné dans la cuisine comme un coup de canon émotionnel. Keisha ouvrit complètement la lettre, la lut rapidement et un lent sourire se dessina sur son visage. « Anna, dit-elle doucement, tu as été acceptée. Ils veulent que tu commences la semaine prochaine. » Le cri de joie d'Anna aurait pu être entendu à 3 pâtés de maison. Elle se jeta dans les bras de Keisha, pleurant et riant en même temps. « J'ai réussi. Papa, j'ai réussi. Quelqu'un croit que je peux danser. » James observait la scène avec un mélange dévastateur de fierté et de terreur. Sa fille avait accompli quelque chose qu'il croyait impossible, mais cela signifiait qu'elle allait devoir affronter un monde qui ne serait peut-être pas tendre avec ses limites. « Keisha, dit-il quand Anna se fut enfin calmée, je dois te parler. Seule. » Anna regarda les 2 adultes, sentant la tension. « Vous allez vous disputer à cause de moi? Nous n'allons pas nous disputer, princesse, la rassura James. Nous devons juste parler de logistique. » Une fois Anna montée dans sa chambre pour digérer la nouvelle, James confronta Keisha dans le jardin. « Vous avez dépassé les limites, » dit-il d'une voix basse mais empreinte d'autorité militaire. « J'ai dépassé les limites ou j'ai brisé des barrières, » rétorqua Keisha. « Colonel, depuis des semaines, je vous observe étouffer les rêves de votre fille au nom de sa protection. Je connais Anna mieux que quiconque. Vous connaissez les limites d'Anna. Moi, j'ai découvert son potentiel. » Keisha fit une pause, laissant ses mots faire leur effet. Et il y a une énorme différence entre les deux. Si vous suivez cette histoire transformatrice de découverte et de courage, n'oubliez pas de vous inscrire pour découvrir comment ce parcours va remettre en question tout ce que vous pensez des limites et des possibilités humaines. James passa ses mains dans ses cheveux, se sentant perdu entre son instinct protecteur et son désir de la soutenir. Et si elle se blesse? Et si les autres enfants se moquent d'elle? Et si les instructeurs ne savent pas répondre à ses besoins? Et si elle vole? Demanda simplement Keisha. Et si elle découvre qu'elle est capable de choses que nous n'imaginons même pas? Cette nuit-là, James resta éveillé tard, regardant par la fenêtre de son bureau. Dans le jardin, il pouvait voir l'endroit où Anna jouait avant l'accident, où elle courait librement et rêvait d'être ballerine. Peut-être était-il temps d'arrêter de pleurer la petite fille qu'elle avait été et de commencer à célébrer la guerrière qu'elle était en train de devenir. Ce que James ignorait, c'est que Keisha avait un plan bien plus ambitieux que de simples cours de danse. Un plan qui impliquerait non seulement de défier les limites physiques d'Anna, mais aussi de révolutionner complètement la façon dont toute la communauté militaire percevait les enfants handicapés. Et dans 48 heures, lorsque les premiers cours de danse commenceraient, une série d'événements se déclencherait qui prouveraient que certaines choses impossibles ne sont que des possibilités qui attendent la bonne personne pour y croire. Dans un monde où les limitations physiques sont souvent confondues avec les limitations humaines, une fillette de 8 ans était sur le point de réécrire les règles de ce qui est possible. Une image bouleversante. Une enfant en fauteuil roulant face à un studio de danse rempli d'enfants qui marchent, tandis que son père militaire observe depuis la porte, partagé entre la peur et l'espoir. Notre protagoniste n'est pas venu au monde pour être une révolutionnaire. Mais parfois, le destin choisit les guerriers les plus improbables pour les batailles les plus importantes. Son arme? Une détermination farouche que même un fauteuil roulant ne pouvait contenir. Sa stratégie?
Prouver que « impossible » n'est qu'un mot utilisé par les gens qui ont peur. Le Centre des Arts Inclusifs bourdonnait d'activité lorsque Keisha a poussé le fauteuil roulant d'Anna à travers la porte principale. Des dizaines d'enfants ayant des besoins spéciaux différents se déplaçaient dans l'espace, certains avec des prothèses, d'autres avec des déficiences visuelles, plusieurs en fauteuil roulant. Anna observait tout avec des yeux écarquillés. Pour la première fois de sa vie, elle n'était pas la seule différente dans cet environnement. « Mon Dieu !» murmura-t-elle à Keisha, « il y a tellement d'enfants comme moi. »« Pas comme toi », la corrigea doucement Keisha. « Chacun est unique, y compris toi. » James avait insisté pour assister au premier cours, contre l'avis de Keisha et Anna. Maintenant, debout à l'entrée du studio, il se sentait comme un intrus dans un monde qu'il ne comprenait pas. « Colonel Mitchell » l'appela une voix. C'était Sarah Chen, la directrice du programme, une femme asiatique d'une quarantaine d'années qui rayonnait d'une énergie contagieuse. « Enchantée. Anna m'a beaucoup parlé de vous. »« Que m'a-t-elle dit exactement » demanda James, tendu. Sarah sourit avec compréhension. « Que vous avez un père qui l'aime tellement qu'il oublie parfois qu'elle est plus forte qu'elle ne le paraît. » Cette remarque le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Dans le studio, les enfants ont commencé à s'échauffer. Anna les observait, hypnotisée, tandis que des garçons et des filles au handicap divers se déplaçaient dans la pièce avec une grâce qui défiait toute conception traditionnelle de la danse. « Anna » a dit Sarah en s'approchant et en s'agenouillant à côté de la chaise, prête à découvrir ce dont tu es capable. « Et si je suis nulle » murmura Anna, ses premiers signes de nervosité apparaissant. « Et si tu es incroyable » rétorqua Sarah avec un sourire complice. La musique commença, pas une mélodie enfantine, mais quelque chose de puissant, d'épique, qui faisait battre le cœur plus fort. Anna ferma les yeux et, pour la première fois depuis des années, se laissa emporter par le rythme. Ce qui s'est passé ensuite a fait oublier à James comment respirer. Anna a commencé à bouger. Pas seulement ses bras, mais tout son corps. Elle se penchait, tournait sur sa chaise, créait des formes dans les airs avec une fluidité qui semblait impossible. C'était comme si la musique avait débloqué quelque chose de profondément enfoui en elle. « Bon sang !» a murmuré James, les larmes aux yeux. Keisha, à côté de lui, souriait avec une profonde satisfaction. « Maintenant, tu vois qui est vraiment Anna. » Mais la véritable révolution eut lieu lorsqu'Anna tenta de se lever de sa chaise. « Anna, non !» cria instinctivement James en faisant un pas en avant. Sarah le retint d'un geste ferme. « Laisse-la essayer. » Anna posa ses mains sur les accoudoirs de la chaise et poussa de toutes ses forces. Ses jambes tremblaient comme des feuilles dans le vent, mais elle parvint à se soulever de quelques centimètres. Pendant 3 secondes interminables, elle resta presque debout, vacillant dangereusement. Puis ses jambes se dérobèrent et elle retomba sur la chaise. Le studio fut plongé dans un silence absolu. Anna regarda autour d'elle, voyant tous les enfants et les adultes qui l'observaient, et James vit quelque chose mourir dans les yeux de sa fille. Elle avait échoué en public. « Je suis désolée » murmura Anna, les larmes commençant à couler. « Je pensais que j'y arriverais. »« À quoi » demanda Sarah en s'approchant. « À me tenir debout. À vraiment danser. » Sarah s'agenouilla devant Anna et lui prit les petites mains. « Anna, tu viens de faire quelque chose qu'aucun médecin ne pensait possible. Tu t'es levée. Pendant 3 secondes, tu as défié la gravité et toutes les attentes. Mais je suis tombée. Et alors, tous les grands danseurs tombent. La différence, c'est qu'ils se relèvent et essaient à nouveau. » James observait la scène, le cœur brisé. Sa fille avait tenté quelque chose d'impossible et avait échoué, exactement comme il avait redouté. Mais alors, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Marcus, un garçon de 10 ans avec une prothèse à la jambe droite, a commencé à applaudir lentement. « Tu as été incroyable », a-t-il dit à Anna. « J'ai essayé de faire ça pendant des mois avant d'y arriver. »« Tu peux te tenir debout ?» demanda Anna, les yeux écarquillés. « Maintenant, oui. Mais au début, je tombais tout le temps. Sarah m'a appris que chaque chute est un pas de plus vers le succès. » D'autres enfants se sont approchés, partageant leurs propres histoires d'essais, d'échecs et de triomphes final. Anna a réalisé qu'elle n'était pas seule dans son parcours. « Keisha » appela-t-elle, « tu crois que je peux réessayer ?»« Je suis sûr que tu vas réessayer. La question est, ton père va-t-il te soutenir ou essayer de t'en empêcher ?» Tous les regards se tournèrent vers James. Le vétéran de guerre, habitué à prendre des décisions sous pression, était paralysé par la décision la plus importante de sa vie. Soutenir sa fille dans quelque chose que les médecins jugeaient impossible et risquer de la voir souffrir physiquement et émotionnellement, ou la protéger et confirmer les pires craintes d'Anna à son sujet. « Papa » l'appela Anna,
d'une voix faible mais pleine d'un espoir dévastateur. James regarda sa fille, cette guerrière de 8 ans qui venait d'essayer l'impossible, et prit la décision qui allait changer leur vie à jamais. « Essaie encore, princesse. Et si tu tombes, je serai là pour t'aider à te relever. » Le sourire qui illumina le visage d'Anna était comme le lever du soleil après une violente tempête. Mais ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que ces 3 secondes pendant lesquelles Anna avait presque réussi à se tenir debout n'étaient que le début d'un parcours qui allait non seulement défier les limites de la médecine, mais aussi transformer toute une famille et inspirer une communauté à repenser ce que signifie être limité. Au cours des 2 heures qui suivirent, Anna allait accomplir quelque chose qui allait obliger James à remettre en question ses propres limites quant à ce qui était possible pour sa fille extraordinaire. 6 mois plus tard, l'auditorium de la base militaire de Fort Braxton était bondé. 300 officiers, familles de militaires et professionnels de la santé s'étaient rassemblés pour assister à quelque chose que la médecine militaire considérait comme impossible. Dans un monde où les protocoles médicaux deviennent souvent des prisons émotionnelles, une histoire de révolution silencieuse était sur le point de dépasser toutes les attentes. Une petite fille qui avait été déclarée perdue par les spécialistes était sur le point de monter sur scène. En marchant. Notre protagoniste n'était pas venu au monde pour être une révolutionnaire. Mais parfois, le destin choisit les guerriers les plus improbables pour mener les combats qui changent tout. Mesdames et messieurs, la voix du docteur Robert Hay, neurologue militaire en chef, résonna dans l'auditorium. Il y a 6 mois, j'ai déclaré catégoriquement qu'Anna Mitchell ne se lèverait jamais de son fauteuil roulant. Aujourd'hui, je suis ici pour admettre publiquement que j'avais complètement tort. Dans les coulisses, James tenait fermement les mains d'Anna, qui avait maintenant 9 ans et s'apprêtait à faire sa première présentation publique sur son parcours impossible. « Papa, et si je tombe devant tout le monde ?» murmura-t-elle, ses yeux bleus remplis d'une confiance qui n'existait pas un an auparavant. « Et si tu voles ?» répondit James, utilisant les mots que Keisha lui avait enseignés. « Anna, tu as déjà prouvé que tu pouvais te lever. À partir de maintenant, tout n'est que célébration. » Keisha s'approcha et ajusta le micro sur la robe bleue d'Anna. « Tu te souviens de ce qu'on a dit? Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu n'as qu'à être toi-même. Et si j'oublie ce que je dois dire? Alors dis la vérité qui vient du fond de ton cœur. Raconte comment tu as voulu quelque chose que tout le monde disait impossible. » Depuis la scène, on entendait le docteur et poursuivre. Le cas d'Anna nous a obligés à repenser tout ce que nous savions sur la neuroplasticité, sur la détermination humaine, sur les véritables limites du possible. Elle n'a pas seulement défié la médecine. Elle l'a révolutionnée. « C'est le moment, princesse, » dit James en embrassant le front de sa fille. « Montre-leur qui tu es vraiment. » Anna a pris une profonde inspiration et s'est avancée vers la scène. Le public a éclaté en applaudissements lorsqu'il l'a vue marcher. Pas parfaitement, encore avec une certaine difficulté, encore en se concentrant sur chaque pas, mais indéniablement, miraculeusement, marchant de ses propres jambes. Elle arriva au centre de la scène et s'arrêta devant le micro. Le silence qui suivit fut absolu. « Bonjour, » dit-elle, sa voix enfantine résonnant dans l'auditorium militaire. « Je m'appelle Anna Mitchell. J'ai 9 ans. Et tout le monde m'a dit que je ne marcherais jamais. » Un rire nerveux parcourut l'auditoire de militaires endurcis. Quand j'étais petite, je rêvais d'être ballerine. Je savais que c'était un rêve fou, parce que les ballerines ont besoin de jambes qui fonctionnent bien, et les miennes ne fonctionnaient pas. Mais j'ai continué à rêver en secret. James, qui regardait depuis les coulisses aux côtés de Keisha, sentait son cœur se serrer à chaque mot sincère de sa fille. Puis j'ai grandi et j'ai arrêté de rêver, parce que tout le monde, les médecins, les infirmières, même mon propre père, me disait que je devais accepter qui j'étais, que j'étais spéciale telle que j'étais, que je n'avais pas besoin de marcher pour être heureuse. Anna fit une pause, regardant directement les caméras qui retransmettaient en direct dans les bases militaires à travers tout le pays. « Mais vous savez ce que j'ai découvert? Que lorsque les gens vous disent que vous n'avez pas besoin de quelque chose, c'est parfois parce qu'ils ne croient pas que vous pouvez l'obtenir. » Un murmure de reconnaissance parcourut l'auditorium. De nombreux parents militaires se reconnaissaient dans cette description. Je ne pouvais pas marcher, c'était vrai. Mais personne ne m'a jamais demandé si je voulais essayer. Personne ne m'a jamais demandé si j'étais prête à tomber 1000 fois pour faire un pas. Anna a commencé à se déplacer sur la scène, ses pas encore prudents mais de plus en plus assurés. Quand Keisha est arrivée chez moi, elle m'a posé une question que personne ne m'avait jamais posée. « Anna, qu'est-ce que tu veux ?» Pas ce que les médecins pensaient possible. Pas ce que mon père pensait sûr. Ce que je voulais. Son arme? Une honnêteté brutale qui coupait plus profondément que n'importe quelle stratégie militaire. Sa stratégie? Exposer des vérités que personne ne voulait affronter. Et je voulais marcher. Je le voulais tellement que cela me faisait plus mal que n'importe quelle blessure physique.
Cela me faisait mal de voir tout le monde abandonné avant même que j'essaie. Keisha pleurait, et elle n'était pas la seule dans l'auditorium. Des officiers endurcis essuyaient discrètement leurs yeux. Savez-vous combien de fois je suis tombé au cours des 6 derniers mois? 2400 fois. Je les ai comptés, car chaque chute était la preuve que j'essayais. Chaque blessure était une médaille. Chaque larme de frustration était un carburant pour essayer à nouveau. Anna s'est arrêtée à nouveau au centre de la scène, levant le menton avec une détermination qui rendait justice au sang militaire qui coulait dans ses veines. Les médecins appellent cela un miracle. Mon père appelle cela l'impossible devenu possible. Mais je sais ce que c'est vraiment. C'est ce qui arrive quand quelqu'un veut quelque chose plus que tout au monde et rencontre des gens qui croient en lui. Elle regarda directement les caméras. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour prouver que les médecins avaient tort. Je suis ici pour dire à tous les enfants qui ont un rêve impossible, essayez. Tombez. Relevez-vous. Essayez encore. Et trouvez des gens qui vous tiendront la main quand vous y arriverez, pas ceux qui vous empêcheront d'essayer. Le silence était assourdissant. Je ne suis pas un miracle. Je suis une petite fille têtue qui a refusé d'accepter « non » comme réponse définitive. Et si j'ai réussi, vous pouvez y arriver aussi. Anna a regardé vers les coulisses, où James et Keisha pleuraient ouvertement. « Papa, Keisha, vous pouvez venir ici ?» James a hésité une seconde, mais Keisha l'a tiré vers elle. Ils montèrent sur scène sous des applaudissements assourdissants qui faisaient trembler les murs. « Voici mon père », dit Anna au micro. « Il a failli m'empêcher d'essayer parce qu'il m'aimait trop. Il pensait que l'amour signifiait une protection totale. Mais le véritable amour, c'est de laisser la personne que vous aimez poursuivre ses rêves, même lorsque vous êtes mort de peur. » James s'agenouille à côté de sa fille, inconsolable. « Et voici Keisha. Elle ne m'a pas guéri parce que je n'ai jamais été brisé. Elle m'a appris que je dormais, que j'attendais que quelqu'un me montre que j'étais capable de bien plus que je ne l'imaginais. » Keisha serra Anna dans ses bras et lui murmura à l'oreille des mots que le micro capta. « Tu t'es sauvée toi-même, guerrière. » « Non, » répondit Anna assez fort pour que tout le monde l'entende. « Vous m'avez sauvée d'une vie sans rêve. Vous m'avez sauvée d'accepter les limites que d'autres personnes m'avaient imposées. » Le public était debout, applaudissant avec une intensité qui faisait vibrer toute la salle. Mais sur scène, seules 3 personnes comptaient. Un père qui avait appris que l'amour véritable, c'est croire en des rêves impossibles, une femme qui avait consacré sa vie à briser des barrières que d'autres considéraient comme infranchissables, et une fillette de 9 ans qui venait de révolutionner la façon dont toute une base militaire percevait les limites. « Je peux vous montrer quelque chose ?» a demandé Anna au micro. Le public s'est tu, dans l'expectative. Quand j'étais petite, je rêvais de danser. Tout le monde me disait que c'était impossible. Aujourd'hui, je veux vous montrer que « impossible » n'est qu'un mot utilisé par les gens qui ont peur. La musique a commencé. Pas une mélodie enfantine, mais quelque chose d'épique qui a fait battre simultanément les cœurs de 300 militaires. Anna a commencé à bouger. Chaque pas était une victoire, chaque pirouette une conquête, chaque mouvement une preuve vivante que les rêves peuvent devenir réalité lorsqu'ils rencontrent des cœurs assez courageux pour y croire. À la fin de la chanson, il n'y avait plus un œil sec dans l'auditorium. Anna se tenait au centre de la scène, haletante mais rayonnante, les bras grands ouverts comme pour embrasser le monde entier. « Merci », dit-elle simplement. « Merci de m'avoir appris que l'impossible n'est qu'un point de départ pour ceux qui ont des rêves assez grands pour changer le monde. » 1 an plus tard, James se trouvait dans le même jardin où tout avait commencé, regardant Anna enseigner la danse à d'autres enfants militaires ayant des besoins spéciaux. Elle était devenue non seulement la survivante de sa propre histoire, mais aussi une source d'inspiration pour des dizaines d'autres familles. « Colonel, » dit Keisha en s'approchant, une lettre à la main, « ça est arrivé aujourd'hui. » C'était une lettre d'une fillette de 7 ans du Texas. « Bonjour Anna. Je t'ai vue à la télévision. Moi aussi, j'ai un rêve impossible. Les médecins disent que je n'y arriverai jamais, mais après d'avoir vu, j'ai décidé d'essayer. Merci de m'avoir appris que l'impossible n'est qu'un mot. » James plia soigneusement la lettre. C'était la 1000e lettre similaire qu'il recevait chaque mois de tout le pays. « Keisha, » dit-il, « merci de m'avoir appris que mon rôle en tant que père n'était pas de protéger Anna de ses rêves impossibles. C'était de l'aider à les réaliser. James, je peux te dire un secret. Bien sûr. Quand je suis arrivé ici il y a 1 an, je ne savais pas si Anna pourrait marcher. Aucun de nous ne le savait. Mais je savais une chose, elle méritait d'essayer. Et même si elle n'y était pas parvenue, elle aurait vécu en sachant qu'elle s'était battue pour ses rêves. Et cela, en soi, aurait été une victoire. Du jardin, on entendait le rire d'Anna, qui apprenait à une fillette de 6 ans, également en fauteuil roulant, que rêver ne coûte rien et que se battre pour ses rêves est ce qui nous rend véritablement humains.
Si cette histoire vous a touché et vous a montré comment il est possible de transformer l'impossible en réalité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre des histoires qui prouvent que les seules limites réelles sont celles que nous nous imposons. Ce soir-là, en mettant Anna au lit, James lui a demandé « Princesse, as-tu des regrets ?» Un seul, a-t-elle répondu en souriant. Lequel? D'avoir mis autant de temps à croire en moi. James embrassa le front de sa fille et éteignit la lumière. Dehors, le monde continuait d'être rempli de gens affirmant que certaines choses étaient impossibles. Mais à l'intérieur de cette maison militaire, une famille avait appris que l'impossible n'est que le point de départ pour ceux qui ont des rêves assez grands pour changer non seulement leur propre vie, mais aussi inspirer des milliers d'autres personnes à remettre en question leurs propres limites. Et parfois, très rarement, ces rêves deviennent réalité, non pas parce qu'ils sont faciles, mais parce qu'ils trouvent des cœurs assez courageux pour croire que chaque être humain mérite d'avoir la chance de voler, peu importe le nombre de fois où il doit tomber avant de découvrir ses propres ailes. Fin.